Je suis médecin, laissez-moi regarder. Reculez. La jugulaire a été sectionnée. Est-ce que quelqu'un aurait un linge propre, s'il vous plaît? Alors là, on a un saignement actif, donc le médecin vient de dire que c'est la jugulaire qui a été sectionnée. Bon, à vérifier, mais effectivement, devant un flux sanguin comme ça qui est pas très impressionnant, on va dire, on est plus dans le cadre d'une section d'une veine que d'une artère. Ici, au niveau du cou, on a les jugulaires et les carotides. Les jugulaires, ce sont les veines, donc ils vont ramener le sang vers le cœur. Et les carotides, ce sont les tuyaux qui vont permettre de ramener le sang vers le cerveau. Et dans les artères, on a un flux, une pression beaucoup plus importante. Et c'est vrai que si on sectionne une artère, on se vide très très rapidement et le jet est très impressionnant. Donc là, devant un saignement actif comme ça, sur un flux un petit peu tranquille, entre guillemets, c'est vrai qu'on peut supposer qu'on a sectionné plutôt une veine, une jugulaire, donc comme le dit ici le médecin. J'ai des vêtements de rechange dans mon sac. Parfait. Alors, très bon réflexe. Donc, comme je disais, saignement actif, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, évidemment, il faut limiter la perte de sang, il faut limiter l'hémorragie. Donc, un des bons réflexes à avoir est de comprimer la zone sur laquelle, justement, on a un saignement. C'est un petit peu artisanal, mais apparemment, ce qu'ils font, c'est déjà pas mal et ça permet peut-être de limiter la casse. Vous allez le tuer. Je lui sauve la vie, il se vide de son sang. Non, ce n'est pas là qu'il faut appuyer. C'est de l'anatomie élémentaire. Je pense savoir où est la veine jugulaire. Merci. Vous seriez au bon endroit si c'était un adulte. Ce n'est pas un adulte, c'est un petit garçon. Vous comprimez donc en même temps sa trachée, ce qui l'empêche du coup de respirer. Ouais, bon. Bon, là, on est un petit peu dans l'abus. Je veux dire que si c'est le médecin, le gars, il sait très bien, en appuyant sur la zone qui saigne, qu'il n'est pas non plus en train de lui écraser la trachée ou le larynx. Évidemment, sur le cou d'un enfant, la région est beaucoup plus petite que sur le cou d'un adulte. Donc, les zones s'intriquent de manière, on va dire, plus rapprochée, avec une main d'adulte, en appuyant fortement pour comprimer le saignement. Et évidemment, on peut comprimer la trachée et justement limiter la respiration. Mais je pense que là, on est un petit peu dans l'abus pour mettre en évidence que le gars qui intervient est le super-héros par rapport justement au médecin qui est en train de faire l'action. Mais en gros, effectivement, il faut comprimer au niveau du saignement de la jugulaire en faisant attention de ne pas comprimer le tuyau qui est ici, la trachée, le larynx, qui permet de faire rentrer justement l'air au niveau des poumons. C'est quand même assez logique. Il faut exercer la pression légèrement plus haut. Ici. Ouais, bon là... là, c'est assez caricatural quand même. Mais bon, on va passer à la suite. Donc là, attention. Un bris de verre. Il s'en sortira. Donc là, il palpe un petit peu justement l'abdomen, histoire de voir si on a d'autres lésions. C'est quelque chose d'important à regarder. Il s'est pris quand même un gros truc sur la tête. Il saigne au niveau du cou. Est-ce qu'il y a un autre saignement quelque part? C'est important de regarder. Et effectivement, on a une blessure au niveau de l'abdomen avec un bris de verre. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire les gens? Est-ce qu'il faut l'enlever ou pas? Non, hors de question. Le bris de verre peut justement... fermer une brèche qui a été faite, et si vous enlevez le bris de verre, vous risquez peut-être de créer une grosse hémorragie. Donc quand vous voyez justement quelque chose qui a pénétré l'abdomen ou une autre partie du corps, surtout n'essayez pas de la retirer avant justement d'avoir appelé les secours, et eux s'en chargeront. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis le docteur Sean Murphy. Je suis nouvel interne en chirurgie à l'hôpital Saint-Bonaventure. C'est la classe, ça. Vous imaginez si moi j'étais interne et je disais, quand j'interviens dans le TGV pour un petit malaise vagal, oui bonjour, je suis docteur Mekedem Walid. C'est mon nom, je suis interne à l'hôpital de Tourcoing. C'est assez stylé ça, hein. J'avoue que niveau design, graphique, etc., c'est un petit peu Clark Kent de la médecine, quoi. Il voit à travers justement les bras, etc. Et là, du coup, on voit la circulation veineuse. De ce que je comprends, c'est qu'il voit les veines au niveau des membres supérieurs des bras qui sont dilatées. Venous distension is caused by increased intrathoracic pressure inside the chest cavity. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distension des veines, donc la dilatation des veines, est causée
par l'augmentation de la pression intrathoracique à l'intérieur justement de la cavité de la poitrine en fait. Donc si je traduis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait les veines qui le remarquent dilatées au niveau des bras, eh ben, elles sont dilatées parce qu'au niveau de la poitrine il y a peut-être un obstacle qui fait une augmentation de pression qui cause ce phénomène. Pour faire simple, c'est très simple, c'est comme de la plomberie. Vous imaginez bien que par exemple dans des canalisations, si à un moment donné il y a un obstacle qui bouge quelque chose, eh bien, on va avoir une augmentation de la pression qui va amener à ce que les tuyaux un peu plus bas se dilatent. Là, c'est le même phénomène en fait. Donc, il y a de la pression qui augmente dans la paroi thoracique et du coup, les veines, forcément, sont dilatées. À quoi est due cette augmentation de pression? Pression intrathoracique. Non, sa poitrine se soulève, il respire bien. Non. Il s'agit d'un mouvement paradoxal. Alors, le mouvement paradoxal, qu'est-ce que c'est? Donc, la respiration paradoxale, c'est en fait une respiration visuellement qui va ressembler à l'inverse de la normale. C'est-à-dire que quand on inspire, normalement, on a justement l'abdomen qui gonfle. Et là, ça va être l'inverse. Pourquoi? En fait, c'est quand justement on est en situation de détresse respiratoire, c'est le diaphragme, le muscle qui permet justement de faire la respiration qui va commencer à se fatiguer. Et pour éviter justement d'entrer en arrêt respiratoire, le corps va mettre en jeu des muscles accessoires, des muscles abdominaux, des muscles intercostaux, des muscles au niveau du cou qui vont faire ce qu'on appelle une respiration paradoxale pour maintenir justement la machine en marche, mais qui va créer, comme on le dit, une respiration un petit peu bizarre qui est l'inverse de ce qu'on peut voir normalement. Donc lui, il remarque bien ça, il se dit que là, certes, le petit respire, mais c'est pas un bon signe, parce que c'est une respiration paradoxale, donc on est dans le cadre d'une situation d'urgence, de détresse respiratoire. Le poumon gauche s'affaiblit. Oui. L'un de vous aurait-il un couteau bien affûté? Alors là, ça va partir dans le MacGyver de la médecine, mais en gros, il suppose que le petit fait un pneumothorax. Donc un pneumothorax, c'est quoi? C'est de l'air qui va s'insérer au niveau de la plèvre. Donc la plèvre, c'est un peu le cellophane qu'on va avoir autour du poumon. Il va y avoir deux feuillets, un qui est collé contre le poumon, un qui est collé contre la paroi thoracique. Et si vous avez de l'air qui s'immisce entre ces deux feuillets, qu'est-ce qui se passe? Le poumon s'écrase. Et il s'écrase contre quoi? Il s'écrase, je bégaye, contre votre cœur. Et du coup, c'est ce qui va expliquer l'augmentation de la pression intrathoracique. On a quelque chose qui comprime le cœur, la pression augmente, les veines, au niveau des membres supérieurs, se dilatent, le petit a du mal à respirer, il est en détresse respiratoire, il a une respiration paradoxale. Bon, franchement, le tableau, il est plutôt cohérent. C'est juste là le côté donnez-moi un couteau qui est un petit peu tiré par les cheveux. Mais qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer d'évacuer cet air. Sauf que dans une situation d'urgence comme ça, on peut s'aider d'une grosse aiguille qu'on va piquer même en antérieur pour exsuffler de l'air. Mais là, apparemment, avec un couteau, lui, il va carrément faire un drainage thoracique manufacturé comme ça en plein aéroport. On va voir. Là, voilà, il part dans un délire. Il lui met de l'alcool partout pour le désinfecter, ok. Ça, par contre, c'est pas très propre. Il met de l'alcool partout pour désinfecter. Par contre, il souffle et il met tous ces microbes dans les gants qu'il va mettre. Bon, ça, c'est un petit détail, mais quand même, si on veut être précis, on fait pas des trucs comme ça. Donc là, il est en train de fabriquer une genre de valve unidirectionnelle. Il y a des trucs comme ça à l'hôpital, je sais plus comment ça s'appelle, Pleurevac, des trucs comme ça. En fait, c'est des boîtes avec des tuyaux qu'on va mettre quand on va drainer justement un poumon pour évacuer l'air. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'air qui se trouve justement dans l'espace entre les plèvres va sortir par le tuyau, va aller ici dans la bouteille, mais à l'hôpital, va aller dans une genre de caisse comme ça où on va avoir du liquide. Et le liquide, ça va buller. Il va y avoir des bulles. Logique, si vous soufflez dans l'eau, ça fait des bulles. L'air va s'évacuer dans l'eau, va être emprisonné entre guillemets dans l'eau, donc va pas revenir dans le poumon. Et puis le jour où on voit qu'il n'y a plus de bulles dans la caisse, on se dit c'est bon, on a évacué tout l'air qu'il y avait au niveau du pneumothorax. Pratiquez l'incision dans la deuxième intercostale.
Allez, c'est parti, on y va. Oh, le jour où vous voyez ça à l'aéroport, même moi, je crois que je ferme les yeux. Franchement, propre, hein. Et voilà, c'est ce que je disais. Donc, on a l'air qui s'évacue, qui va dans le liquide et qui fait des bulles. Vous lui avez sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie. Alors là, par contre, c'est trop, c'est too much, c'est trop théâtral, franchement, par rapport aux autres séries médicales, c'est un peu trop, c'est un peu trop. Il a changé. Le CG du garçon a changé. Plus petite amplitude, plus petit voltage. Plus petite amplitude, plus petit voltage. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors l'ECG, c'est l'électrocardiogramme, donc qui permet de voir un petit peu le signal électrique que va envoyer le cœur. Et avec ce signal électrique, on peut comprendre et lire beaucoup de choses. Donc là, il remarque un changement. Le mec a des super pouvoirs parce que sur les scopes, déjà, en général, il n'y a pas tout ce qu'on appelle les dérivations. C'est-à-dire que quand on imprime un électrocardiogramme, on a vraiment un truc qui est assez complet. Le scope, ça nous permet surtout de voir le rythme, de voir la fréquence cardiaque, de voir des grosses anomalies, d'accord, et de voir si justement il n'y a pas un problème aussi d'arythmie, etc. Mais là, voir des petits trucs comme ça, très très précis, comme ce qu'il vient de dire, l'amplitude, le voltage, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, là, à quoi on peut penser? On parle d'amplitude, de voltage, de diminution, en fait, de la taille des dessins. Vous voyez, un électrocardiogramme, ça fait des trucs comme ça. Et là, il dit que ça a diminué, enfin, que ça a changé. Donc, on peut supposer, vu qu'il y a un accident au niveau du cœur, etc., que peut-être le petit fait ce qu'on appelle une tamponnade, c'est-à-dire un épanchement de sang au niveau du cœur. Et quand ça arrive, on peut avoir ce changement, cette modification au niveau de l'électrocardiogramme. On l'installe en trauma 3. On lui fait un ECG, un bilan sanguin et un CT scan. Il lui faut un échocardiogramme. C'est qui celui-là? Il a fait les premiers soins à l'aéroport. Je suis médecin. Il lui faut un échocardiogramme. Alors, un échocardiogramme, enfin un échocardiogramme, une échographie cardiaque, ou ce qu'on appelle une échographie transthoracique, peut-être des fois vous entendez le mot ETT, eh bien c'est une échographie du cœur. Alors peut-être que là, il pense à la même chose à laquelle j'ai pensé, il se dit il y a du sang autour du cœur. La meilleure manière de le voir de manière très rapide, c'est de faire une échographie cardiaque. Mais franchement, dans un cadre d'urgence, cardio-respiratoire comme ça, il n'y a même pas besoin de le demander. En fait, vous arrivez, je pense, aux urgences en réa, on vous passe une sonde d'écho sur le cœur très rapidement pour voir un petit peu s'il n'y a pas de problème à ce niveau. Sa tension chute, mais c'est pas logique. Il ne saigne plus nulle part, on a tout réparé, tout est sous contrôle. Faites un écho. Bon, là, ils vont l'écouter, ils vont lui faire l'écho. Le rythme cardiaque ne bougeait pas, mais l'amplitude est tombée. Épanchement péricardique, Et le débit cardiaque diminue, ce qui fait souffrir les autres organes. entraînant une défaillance généralisée. Exact, oui. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais. Il parlait d'épanchement péricardique, pour le coup, avec du sang. D'accord. Ils ont fait l'écho, tout est normal. Pas Voilà. d'épanchement péricardique. Non, c'est forcément ça. Et il n'y a aucune autre explication. Il est normal cet écho. Bon, j'ai dit de la merde peut-être. Je ne sais pas, mais on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est le problème, hein? Je ne vois rien d'anormal. Ce n'est pas normal. Il y a une déformation concave dans l'atrium droit. Non, vous faites erreur. Si, il y en a une. C'est très subtil. Heureusement que ce jeune interne a des super pouvoirs visuels. Apparemment, du coup, là, il voit quelque chose. Bon, on regarde une série, un film, là, on se doute qu'en fait, il a raison et qu'il y a finalement une déformation liée sûrement à un épanchement, à du sang, ce qui cause les modifications de l'ECG et peut-être l'état, finalement, du patient. C'est vrai, ce garçon s'est pris un tas d'éclats de verre. Il a eu la jugulaire carrément tranchée. Et si un morceau de verre était passé dans son système sanguin? Il aurait pu se déplacer via la veine jugulaire, dans la veine brachiocéphalique, jusque dans la veine cave supérieure. S'il a perforé la veine cave, il pourrait y avoir une hémorragie derrière le cœur. Ça restreindrait grandement sa capacité à se remplir durant la diastole, ce qui réduirait son efficacité. Bon, là, l'a tout expliqué de manière assez rapide. Bon, c'est sûrement ça, hein. Il s'est pris une blessure à ce niveau-là, il y a eu du verre, ça a pu rentrer dans la veine, aller jusqu'au cœur, et puis finalement se loger à l'endroit que justement visualisait Good Doctor sur l'échographie en disant là, il y a une déformation, créer un saignement, patati patata, vous avez compris, la solution est sûrement là. On va voir si on est sur la bonne piste. Dr. Brown, vous aviez raison. Voilà. Ah, c'est parfait.
Et tout ça, c'est grâce à Good Doctor. Franchement, c'était pas mal. C'est pas mon style de série médicale préféré, mais je trouve que c'était quand même assez précis sur les explications. Après, le côté dramaturgique, mise en scène, c'était peut-être un petit peu too much, et puis même le côté MacGyver, mais en tout cas, ça permet de vraiment expliquer certaines choses de manière très concrète. Alors, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi visionner les 2 épisodes précédents que j'ai fait. J'ai fait une vidéo sur Dr House, une vidéo sur Grey's Anatomy. Et vous pouvez aussi me dire en commentaire de quelle série médicale vous voudriez que je fasse un petit peu le débrief. Dites-moi un petit peu ce que vous voulez en commentaire et on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt et on se retrouve, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!